Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h30. Très heureux de vous retrouver pour la présentation de votre journal télévisé. Actualité politique, Carmen Dao était en visite le week-end dernier à Port-Gentil. Elle en a profité en sa qualité de fille de la province pour effectuer une visite dimanche dernier aux sinistrés de l'incendie du garage Mondji pour leur apporter surtout un peu d'affection et de réconfort. Le récit avec Jacques Moussabou. 4 jours seulement après l'incendie qui a décimé 4 bâtiments au quartier garage Mondji, la native de la province, fille du 3e arrondissement, Carmen Dao, en ce jour le week-end dernier dans la capitale économique, a tenu ce dimanche 27 mai 2018, comme à son habitude, à visiter les sinistrés de cette énième catastrophe causée par le feu dans la ville d'Émile-Gentil. Attentive aux explications de quelques sinistrés, Carmen Dao a exprimé sa compassion à ses pères et mères de famille désemparés, tout en les félicitant pour la solidarité dont ils ont fait preuve lors de cet incendie, non sans attirer leur attention à plus de vigilance. En tout cas, moi je vous félicite parce que vous avez été patriotes. Voilà, chacun a essayé de... Voilà, on s'est mis ensemble. L'idée c'était comment faire pour sauver les maisons, que ce soit la maison de l'un de l'autre. Et je pense que c'est votre solidarité qui a fait qu'il n'y a pas eu plus de dégâts. Vraiment, c'est lieu de féliciter. Comme quoi, ça montre que la solidarité, ça paie. Et puis Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, c'est ce que je retiens. Mais il faut aussi qu'on fasse attention, parce qu'on sait que très souvent les incendies, c'est souvent domestique. C'est très souvent on oublie. Bon, quand même, ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé d'oublier une marmite au feu. Et vous voyez que ça nous appelle vraiment à la vigilance les uns des autres. Et même quand il y a un feu quelque part, même si c'est le voisin, il ne faut plus qu'on se dérange en allant voir qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe. Même quitte à casser une porte, au moins on voit clair. Parce que des fois on voit des petites choses à côté, mais on se dit, bon, c'est pas chez moi. Autant mieux dire aux autres voisins, il y a un problème, allons-y tous voir ensemble. Et puis comme ça, parce que c'est la vigilance au fait, qui permet d'éviter ce genre d'événements. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'incendies en ce moment à Port-Gentil, qu'il n'y a pas longtemps il y a eu des incendies aussi, dans certains autres arrondissements. Donc ça nous appelle à la vigilance. La saison sèche aussi arrive, c'est propice. Donc vraiment c'est aussi un message pour les uns et les autres, un appel à la vigilance. Guidée par la fibre sociale incarnée par le Parti pour le développement et la solidarité sociale auquel elle appartient, Carmen Dao n'est pas arrivée les mains vides auprès de ses concitoyens. Je vais laisser elle est au Jeanne Robert, on va laisser au responsable qui va se charger. On a ressourcé quand même un certain nombre de personnes. C'est juste un geste. C'est besoin d'acheter un peu de lait, du café, quelque chose. Merci encore. Voilà, c'est ça. C'est pour dire que vous souffrez, mais vous n'êtes pas seul. On sait que c'est pas facile, des situations comme ça. Bon, on fait un petit geste et voilà un peu la raison de... Touchés par cet élan de solidarité, les sinistrés ont voulu témoigner leur gratitude à l'endroit de Carmen Dao. Elle nous a soutenus, elle nous a prodigué des conseils par rapport aux incendies, par rapport aussi à la proximité de la maison. Elle nous a dit qu'elle verrait par rapport à son temps et son ministère, comment elle va faire pour nous aider plus que ça. Et elle nous a octroyé au moins une enveloppe pour les premières nécessités, par exemple pour permettre d'acheter un matelas ou acheter quelque chose pour pouvoir survivre les jours à venir. Elle nous a tendu la main. Depuis mercredi, personne n'est venu, personne ne nous a tendu la main. C'est l'une de la première qui nous a tendu la main. Et que pouvez-vous nous dire? Madame, je vous dis merci et je souhaite que vous ne nous oubliez pas et que des actions soient menées la prochaine fois qu'il y aura un sinistre, au moins pour qu'elle prête aussi un regard sur la situation de Port-Gentil, parce qu'une ville comme Port-Gentil ne peut pas avoir une ville où il n'y a pas de sapeurs-pompiers, c'est pas possible. Si les pompiers avaient été là à temps voulu, certaines maisons auraient pu être sauvées. Merci beaucoup, Madame le ministre, le geste qu'elle a fait, vraiment que mercredi dernier, on a eu cette catastrophe-là, ça m'a vraiment touché au cœur. Heureusement, comme je suis le coiffeur, j'ai les 2 salons là-bas, il y a un qui est vraiment gravement touché et l'autre, par la grâce de Dieu, épargné un peu l'autre, malgré qu'on a les fractures au-dessus, mais quand même, on se débrouille quand même. Avec les gestes qu'elle a fait, je suis vraiment contente. Ce matin, quand je me suis levé le matin, ça me dérangeait. Et Dieu m'a donné un verset dans la Bible, Matthieu chapitre 16, verset 26, qui me dit, qu'est-ce qui va faire plaisir
si je peux gagner tout le monde entier et je perds mon âme. Donc il m'a consolé avec ce verset, j'étais vraiment content. Et ce après-midi, on m'appelle maintenant pour me donner cette enveloppe. Je suis vraiment content pour c'est la geste que Madame le ministre a fait. Je la remercie beaucoup, que Dieu la bénisse et reçoit la bénédiction de Jésus-Christ au nom de Jésus et que tout ce qu'elle souhaite l'arrive. Pour être plus complet sur ce dossier en ce qui concerne la visite qu'a effectuée la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat auprès donc des sinistrés du garage Mandji, sachez que Madame la ministre Carmen Dao a octroyé une enveloppe de près d'1 million de francs CFA pour tous les sinistrés de cet incendie, un incendie qui s'est produit donc en milieu de semaine dernière. Passons à présent à toute autre chose, la fête des mères. Parlons-en justement. Elle a été célébrée le week-end dernier dans le monde entier, une fête qui dorénavant est célébrée avec face depuis des décennies en Occident. Et puis sachez que depuis la fin des années 80, eh bien, elle est petit à petit rentrée dans nos mœurs. Ça a été le cas dimanche dernier avec bien sûr le conseiller municipal Jean-Jacques Igambas Ikinda qui lui a tenu à honorer une centaine de mamans dimanche 27 mai dernier. C'était donc à l'occasion de la fête des mères. Le compte rendu dans ce reportage de notre rédaction. À l'occasion de la Fête des Mères édition 2018, le coordonnateur national du Parti pour le développement et la solidarité sociale, Jean-Jacques Igambas, par ailleurs conseiller municipal, a réuni le dimanche dernier à son domicile familial une centaine de mères pour leur exprimer son profond attachement. Le quartier où nous sommes ici, je suis né ici à Sindara, c'est mon quartier familial. Ça c'est ma maman. C'est elle. Elle s'appelle Madame Veuve Igamba, parce que papa est parti. Ngwanga Germaine. C'est elle qui m'a mise au monde. C'est vrai qu'elle paraît jeune parce que elle m'a fait trop jeune aussi. Biri mwana jetubotu mbabe bayiri muwetunadimi wanipinza edibei tutayi mwana maburu batubotu abe musangi nabama mujaba nabama mulaba nabagaba mulaba bo musidigiwe yensumbile pembi bo musidiye yente yinmama donc nanyangu agarondi bayiri nunengile ke bakomi nesi asinengile malungu motu. Bonne fête les mamans. Merci. Accompagné de sa famille biologique, le conseiller municipal Jean-Jacques Igambas a bénéficié également du soutien d'effectifs de sa famille politique, à savoir celui des cadres de la Vague Orange, du président national du parti Maître Séraphin Dao Rimbogo et de son épouse. Un moment idéal pour eux de partager un instant de chaleur maternelle avec l'assistance. Bonne fête des mères. Maman. Merci. Bonne fête des filles. Merci. Bonne fête des prochaines mamans. Merci. Gardons bien nos enfants. Oui. Conseillons bien nos enfants. Oui. Aimons nos enfants. Oui. Même quand ce n'est pas nous qui les avons mis au monde. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Cette présentation des vœux aux mamans a laissé place aux festivités, occasion pour une des mères de bénir le repas. Seigneur, bénissez ces repas, ceux qui l'ont préparé, et donnez le pain de vie à ceux qui n'en ont pas. Le prisonnier, les orphelins, les abandonnés, qu'ils soient rassasiés de ceux qui nous l'ont mangé. Bon appétit. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De même, des présents ont été offerts à chaque maman présente et l'émotion a laissé jaillir des paroles de bénédiction. Je te remercie, comme avait dit Jésus. Il y a eu une femme, Marie-Madeleine, qui disait heureux le sein qui t'ont laité et les bras qui t'ont porté. C'est pourquoi moi aussi j'ai te dit et gamba bayo mdi ko fa ata bongwa ngi ci mo wani wa go kala na tak so ba
C'est sur une note de satisfaction que le conseiller municipal du 3e arrondissement, Jean-Jacques Igambas, a remercié toutes les maires qui ont honoré de leur présence à l'occasion de cette fête des maires, édition 2018. Parlons à présent de l'avis des syndicats, notamment du syndicat national de Postbank. Au cours d'un point de presse accordé donc aux hommes de médias à Libreville, eh bien, ce syndicat dénonçait tout simplement le non-respect des accords contenus dans leur cahier de charges du 6 février 2018. Le syndicat réclame de ce fait le paiement des arriérés des salaires. Écoutons justement à ce propos M. Jacques Ikapi, qui n'est autre que le porte-parole du syndicat Le Sinapost. Il nous donne plus d'explications au micro de mon confrère Tanguy Owana de la radio-télévision Nazareth du côté de Libreville. Ce que nous pouvons retenir à chaud, c'est le fait que les salaires sont payés avec un retard colossal, mais même quand ils le sont, c'est après 90 jours, après 120 mois, je veux dire, donc 120 jours. Et vous comprenez aisément que opérer des coupes sombres sur aucune base légale nous amène nous aussi à réagir avec la dernière énergie. Parce que nous sommes véritablement fâchés, parce que beaucoup de nos collègues ont connu des coupes de salaire de l'ordre de 30, 40, 50, 60 et 70%. Et le principe administratif voudrait que lorsqu'on coupe le salaire à quelqu'un, l'élégance commande que la personne soit au moins notifiée de cette coupure. Or, à la poste, c'est la jungle, c'est les coupures sans raison, c'est à la tête du client. Il suffit que vous soyez syndicaliste pour que votre tête ne plaise plus à l'employeur. Et nous avons pensé qu'il était bon d'interpeller le ministre d'État en charge de la communication pour que pareil arbitrage cesse. Et nous disons que toute grève, tous les jours de grève sont coupés, mais dès qu'il s'agit d'une grève qui a pour raison la réclamation salariale, à partir de ce moment, on ne peut pas, c'est le Code du travail qui nous le dit, sauf que le PDG de la Poste est au-dessus des lois. C'est pourquoi il se comporte de la sorte. Et c'est une situation de ras-le-bol qui nous amène aujourd'hui à dire trop c'est trop. Il a souvent fait, mais je crois que là il a franchi le Rubicon. Nous pensons que les plus hautes autorités peuvent arrêter cela. Le président de la République, dans un de ses discours, a souvent dit qu'il est pour le mieux-être social et le vivre ensemble. Or, à travers des actes posés par le PDG de la Poste, nous pensons qu'il va à l'encontre des principes directeurs qui devraient fédérer l'ensemble des Gabonais. Voilà, abordons à présent l'épineux problème des conditions de vie des populations gabonaises, notamment celle de Libreville, au quartier Oka-la-Carrière, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda. Et bien là-bas, les habitants de la commune d'Akanda sont en manque d'eau potable depuis déjà plusieurs jours. Je vous invite justement à écouter les réactions des riverains de ce quartier dans la commune d'Akanda au micro de Armand Mba. Ça fait depuis jeudi, on n'a pas l'eau, on a des problèmes d'eau, on ne sait même pas comment faire pour se laver. C'est pas. Et les enfants partent à l'école, il faut se laver le matin. Donc on a des difficultés et ils ne nous préviennent pas que tel jour il y aura coupure d'eau. Donc c'est compliqué. On est dans le calvaire d'eau ici là. Donc si les gens pouvaient voir pour venir arranger notre situation. Je vais juste demander aux autorités du pays de demander à la FCG de remettre des populations d'eau dans la zone locale en fait. Parce qu'on n'a pas de l'eau jusqu'aujourd'hui. Alors ma réaction elle est celle-ci. Veolia déjà au départ, les gouvernants pointaient du doigt cette entreprise comme quoi ils ne travaillaient pas correctement, c'est-à-dire alimenter la population comme il se doit. Mais aujourd'hui Veolia est parti. Maintenant qu'est-ce qui explique ce problème qui se perpétue? Point d'interrogation. Alors là, ça va faire 2 semaines, il n'y a pas d'eau dans toute cette zone. Et quand vous arrivez à la pompe publique, la deuxième pompe publique, parce qu'il y en a 2 dans la zone, il y a pratiquement plus d'eau même à la pompe publique. Et du coup, la population est livrée à elle-même.
Si vous n'avez pas de véhicule pour vous rendre dans d'autres quartiers, essayer de vous ravitailler un peu près des parents, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas aussi les moyens pour acheter de l'eau chez un boutiquier ou dans un magasin, c'est pénible. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Au Okala en général, Okala, comme je l'avais dit tout à l'heure, Okala divisé en deux. Une partie d'Okala alimentée et l'autre partie n'est pas alimentée. C'est complexe. Les histoires d'eau là, on ne comprend plus. Ça fait près de 3 jours, on est là, il n'y a pas d'eau. Les pompes publiques, il n'y a pas d'eau. Donc là, vraiment, je ne sais pas là. On est vraiment, même la rivière là-bas aussi, la saison est déjà en train d'arriver. Là, on ne sait pas comment on va faire. Vraiment, c'est dur. C'est vraiment dur pour notre cher pays, le Gabon. Vraiment, c'est regrettable. Le message particulier, tout le temps, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Tout ça, c'est les mêmes choses. On a tout le temps, on a traité les messages. À nos présidents, tout le reste, il n'y a rien à faire. Personne ne vient même bouger le plus le petit doigt. Ils sont là, ils nous regardent, ils sont assis chez eux, ils ont l'eau, nous on est là, on souffre. On va faire comment? C'est l'horizon 2025. Hein, c'est l'émergence, donc là, il n'y a pas de solution. On patiente, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est tout, hein. Rentrons à présent de plein pied dans le chapitre consacré donc à l'actualité sur le continent africain. Sachez que 6 personnes sud-soudanaises sont accusées par les États-Unis d'entraver le processus de paix et de bloquer l'aide humanitaire. Le projet de résolution en préparation au Conseil de sécurité des Nations Unies, s'il est bien sûr voté, eh bien, gèlera les actifs et bien sûr interdirait une sortie du territoire de ces 6 accusés. Les détails dans ce reportage avec nos confrères d'Africa 24. Le projet de résolution en préparation au Conseil de sécurité des Nations Unies vise à sanctionner 6 responsables sud-soudanais accusés par les États-Unis d'entraver le processus de paix et de bloquer l'aide humanitaire. Cette résolution, si elle est votée le 31 mai prochain, gèlerait les actifs et interdirait une sortie du territoire au ministre de la Défense, Kuol Manian Jouk, au ministre des Affaires du cabinet, Martin Elia Lomuro, au ministre de l'Information, Michael Louis, au gouverneur de l'État de Bié, au chef adjoint de la défense de l'armée sud-soudanaise, ainsi qu'à l'ancien chef de l'armée, Paul Malong. Une mesure qui serait peu efficace selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous disons toujours que les sanctions ne sont pas la solution. Et imposer les sanctions aux individus n'est pas la solution. La solution est d'encourager les partis à apporter la paix dans le pays. S'agissant justement des négociations, les derniers pourparlers qui se sont achevés le 23 mai dernier n'ont pas donné lieu à une entente entre le gouvernement de Salva Kiir et les partis de l'opposition, notamment le groupe représentant le Dr Riek Machar. La proposition du gouvernement faite par l'autorité intergouvernementale pour le développement ayant été critiquée par le mouvement de Riek Machar qui s'estime toujours minoritaire à l'issue de la redistribution. On peut considérer que les États-Unis particulièrement ont une approche assez rigoureuse vis-à-vis de ce pays. Étant donné que c'est un pays qui est encore au balbutiement de la construction de son État et qui est sorti d'une longue guerre de libération, il est normal que certaines situations irrégulières de la gouvernance politique soient constatées. Donc les États-Unis devraient faire beaucoup plus de diplomatie avec la résolution de la crise à l'intérieur de ce pays, plutôt que de prendre des sanctions contre des gouvernements qui eux-mêmes ont encore des difficultés de légitimité à l'intérieur du pays. Avant le porte-parole des Affaires étrangères, c'est l'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, James Morgan, qui a exprimé le 26 mai dernier la désolation de son gouvernement face aux sanctions souvent infligées par les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés. Sanctions qui, selon lui, se font sur la base de rapports partisans provenant de sources douteuses. Si la résolution est adoptée, ce serait un soulagement pour les États-Unis après un échec en 2016. Quittons le Sud-Soudan pour vous relayer l'information du côté de l'Afrique de l'Est, notamment au Mali. L'opposition malienne réunie autour de la coalition pour l'alternance et le changement envisage de descendre dans les rues le 2 juin prochain. Et pour cause, eh bien, elle réclame une transparence dans la tenue des élections et dénonce le quasi-monopole de la télévision nationale malienne et bien d'autres. Les explications dans ce reportage.
Après la signature de son manifeste par une centaine de partis politiques et d'associations de la société civile le 29 avril 2018, la coalition pour l'alternance et le changement sonne déjà le rassemblement de ces troupes. Pour donner la chance à tous les Maliens en âge de voter, mais surtout de garantir la transparence du scrutin, les membres de ce regroupement avaient dans un courrier appelé la MINUSMA à certifier les résultats des élections. Pour se faire entendre, la coalition projette une marche de protestation le 2 juin 2018 dans les artères de la capitale malienne. Je pense que ce n'est pas gage de stabilité. Et démocrates que nous sommes, citoyens que nous sommes, nous n'avons jamais utilisé la violence pour revendiquer l'eau qui nous a manqué pendant ce quinquennat. On n'a jamais utilisé les fusils pour revendiquer du travail qui nous a manqué dans ce quinquennat. On n'a jamais pris les armes pour que nos droits et libertés soient respectés dans les tribunaux par les armes. Nous sommes restés républicains à attendre notre temps, notre moment, le moment d'exercer notre droit constitutionnel démocrate, qui est celui de sanctionner la politique en cours par l'élection. Et donc le moyen de prendre part à cette élection qui passe par l'enrôlement, la possession d'une carte d'électeur et qui nous est refusée par le système, par le gouvernement systématiquement, cela pourrait être source de frustration, de colère et de violence. Outre la tenue du scrutin transparent, la coalition pour l'alternance entend dénoncer ce qu'elle appelle le quasi-monopole de la télévision nationale du Mali par les partis au pouvoir. Elle exige un égal accès du média public à toutes les composantes sociopolitiques du pays. La radio et la télévision publique sont aujourd'hui colonisées, caporalisées par le régime et les partis qui le soutiennent. Nous pensons que ce n'est pas acceptable. Il est important donc de rappeler à l'ordre les pouvoirs publics maliens quant à l'accès à la radio et à la télévision publique. La coalition pour l'alternance forte de plusieurs formations politiques et organisations de la société civile est essentiellement constituée de l'ancienne plateforme Ante-Abana, renforcée par les défections du camp présidentiel parmi lesquelles le général Moussa Sinko Koulibaly ou Khalifa Sanogo. Vous ne le savez peut-être pas, eh bien sachez que la Banque des États de l'Afrique centrale prévoit un taux de croissance de 2,1% en 2018 contre 0,1% en 2017. Une prévision inquiétante compte tenu de la chute des cours des matières premières et des investissements en zone CEMAC pour contrer le terrorisme. Même si l'environnement des affaires en zone CEMAC reste timide, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, prévoit un taux de croissance économique de 2,1% en 2018 contre moins 0,1% en 2017. Une prévision inquiétante à certains égards compte tenu de la chute des cours des matières premières sur le marché international et des investissements financiers accrus des États de la CEMAC pour contrer le terrorisme. Fort de la difficulté liée à la crise du pétrole et à la crise des minéraux, les pays africains et beaucoup de pays de la CEMAC ont commencé à développer une politique de diversification économique qui commence à donner des résultats. Donc la tendance est de dire dans les 2 années qui viennent, on va avoir une croissance plus ou moins assise qui va s'installer. En référence au communiqué officiel du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, ayant sanctionné la rencontre du comité de stabilité financière en Afrique centrale le 17 mai 2018 à Yaoundé au Cameroun, cette projection de croissance devrait être portée par un certain nombre de facteurs. Il s'agit entre autres d'une meilleure tenue des secteurs pétroliers et non pétroliers ainsi que d'une consolidation des équilibres macroéconomiques. La tendance de l'économie mondiale est plutôt positive. Il y a une remontée de la valeur des matières premières, le pétrole et éventuellement les minéraux. Et ça donne une nouvelle tendance à la hausse qui, elle, se répercute sur les économies nationales et sur les économies régionales. Précisons que les risques de vulnérabilité du secteur financier en zone CEMAC sont moins visibles du fait de la mise en application des accords de libre-échange qui favorisent désormais les investissements, les importations et les exportations entre les pays de la sous-région. Voilà, c'est sur ce chapitre de l'actualité africaine que se referme ce journal télévisé. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Je vous dis au revoir tout en espérant vous retrouver demain à la même heure. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Top Benji.